Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode cocktail, je suis toujours accompagné de William. Salut William. Salut François. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va? Ouais, ça Passé une roule. bonne journée? Ah, il y avait du boulot aujourd'hui. Ouais. Hein. Et toi? Ouais, ça a été une grosse journée aussi. Aujourd'hui on a la chance de recevoir Sarah et puis Mandril. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Oui, on tourne le soir. C'est ça. Mais sur Bonsoir. Internet, tout est possible. Merci beaucoup d'avoir fait le chemin jusqu'ici. Vous venez un peu de loin les deux. Donc on est très honorés de vous avoir avec nous ici, chez nous, chez Merci Antipopcast. Aujourd'hui, on va parler un peu des métiers sans avenir. Mais alors attention, quand je dis métiers sans avenir, c'est ce que les... Mais j'aime bien votre réaction, c'est parfait, c'est parfait. Ce que des fois la société ou les gens qui sont pas dans ce milieu peuvent penser ou peuvent penser des métiers qu'on fait. Où souvent on a ces genres de réflexions, mais tu veux pas faire un vrai métier ou comme ça. Enfin voilà. Tu gagnes comment ta vie sinon? Hein? Mais sinon, tu gagnes comment ta vie? C'est une bonne question, et on va y répondre après. Avant toute chose, je vous demanderai juste de vous présenter pour les gens qui vous connaissent pas. Peut-être toi, Sarah, en premier. Moi, je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans et je travaille en tant que maquilleuse à Genève depuis maintenant plus de 4 ans pour la fiction et l'audiovisuel de manière générale. Voilà. Trop bien. Là, je m'appelle Marc Ferrario, mais on m'appelle Mondril depuis plus de 20 ans, parce que ça fait 20 ans que je suis illustrateur, donc je commence à être vieux. C'est la naissance, j'ai 41 ans, donc je suis à Neuchâtel, mais je bouge tout le temps. Shanghai, Tokyo, Paris beaucoup, même si j'aime pas. Bruxelles, donc je vais là où il faut, parce que dans le dessin, effectivement en Suisse, je pense que tu as ce problème aussi, c'est un peu difficile. Bon, toi, t'as la RTS, t'as les machins, t'as les gros trucs quand même, t'as Couleur 3. Par ça tout de Mais suite. moi, j'ai pas cette chance-là, la scène artistique dans le dessin. À part si tu fais un peu du street art de salon, puis aller faire des fresques immondes, j'ai pas grand-chose. Donc, je suis obligé de bouger, quoi. Mais avec Internet, je peux aussi faire des trucs chez moi. Donc, voilà. Super J'ai une intéressant. chaîne YouTube aussi que j'ai faite depuis le Covid, là, qui s'appelle Les Apocadrilles. Puis j'ai une petite communauté d'artistes avec du lourd quand même. J'ai des gars comme Hugo Pinson, qui est donc le dessinateur de Witcher. J'ai Marc Cassin, qui est un gars qui a bossé dans les meilleurs studios à Tokyo. Enfin, on appelle ça la mysticosphère. On est des gros tarés. On parle d'ésotérisme, de philo, métaphysique. Mais ça, c'est un petit sucre pour les dessinateurs qui écoutent en podcast. Voilà. Ok, trop bien. D'ailleurs, Sarah, toi, tu es aussi sur les réseaux, j'imagine. Moi, j'ai un compte Instagram Ouais. où je montre un peu ma vie de maquilleuse pour prouver aussi qu'au-delà de ça, c'est possible. Ok, trop bien. D'essayer d'y arriver, en tout cas en Suisse, si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Donc voilà, je montre un petit peu ma vie, les coulisses de ce qu'on fait un peu en Suisse et partout. Parce que je me déplace, je reste pas que à Genève, je me déplace aussi en Suisse romande et même au-delà de ça. Ok. Donc Est-ce que tu es en Suisse allemande? Des fois, mais je m'en sors pas pour l'allemand en tout cas. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y aura bien sûr tout, vos comptes et tout ça en description. Donc n'hésitez pas à aller voir bien sûr leur travail qui est vraiment top. Est-ce que vous pouvez vous parler un petit peu de votre parcours scolaire jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en lien ou pas forcément, un peu avec votre profession actuelle? T'es sûr? Ouais. Alors moi, je fais partie des gens qui ont commencé cette nouvelle filière qui s'appelle les arts visuels. Juste avant les années 2000, il y avait cette espèce de nouvelle ouverture qui paraît complètement surannée, complètement normale pour les gens. Tous les gens sont fiers de maintenant mettre leurs enfants. Ah, il fait du dessin, on le met en art visuel. C'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait les articles dans la presse, c'était « Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont colorier? Ils vont faire une maturité fédérale en faisant du coloriage ?» Donc, on avait dû justifier ça. Et moi, j'avais des profs à l'époque qui étaient des artistes, des beaux-arts, mais qui étaient contents d'avoir leur planque dans le tertiaire avec les arts visuels au lycée. C'était le nouveau truc qu'il fallait monter et c'était difficile. Donc, moi, j'ai passé par ça. Les arts visuels au Numadro, à Neuchâtel, et puis après parcours universitaire. Donc à la base je suis un littéraire, donc ce qui m'intéressait c'est de comprendre l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'art baroque me passionnait, donc du coup il faut faire de la théologie, parce que ah ouais mais en fait c'est génial aussi l'iconographie médiévale, mais en fait c'est aussi cool de faire de l'ethnographie, et puis bien sûr de la philo. Donc c'est 3 permis de pêche qui généralement quand tu dis que tu fais ça dans le milieu industriel on se marre. Et en plus, tu te dis que tu fais du dessin. Alors là, c'est le coup de grâce. Tu vois. Donc ça, c'est mon parcours. Mais parce que je suis dans une famille d'artistes, où mon père dans le dessin technique, ma mère prof de danse, j'étais dans les égrégores, on va dire, du cerveau droit.
Donc, je suis allé bon gré, mal gré dans ce milieu-là. J'aurais pu continuer l'Uni pour après enseigner l'histoire de l'art et la philo, mais moi, je suis un praticien avant tout. Donc, j'ai eu des bourses, puis à partir de ces systèmes de bourses, j'ai fait plutôt l'Uni en auditeur. Les profs sont venus mes amis, avec qui je collabore pour des visuels pour les productions scientifiques, couverture, sites et tout ça. Avant que maintenant ils fassent du Midjourney, parce qu'ils sont tout contents de prompter aussi, c'est ça. Mais je les comprends parce que c'est génial. Plus t'es malin, plus t'as de vocabulaire, plus t'arrives à nourrir ces saloperies d'IA. On y reviendra, je pense. Toi, t'as pas trop de problèmes. Ouais, ça va venir quand même. Oui, les corrections, les programmes enfin, oui, on va, je pense, y parler. Donc voilà, là, je fais un tunnel déjà. Donc moi, c'est ce parcours-là, artistique, mais au final universitaire, pour après complètement me séparer de ce milieu, cette gangrène intellectuelle, pour être plutôt maintenant un dessinateur côté réac et puis un peu insolent. Pour toi, c'était une évidence de partir sur le dessin enfin, tu vois, tu as quand même fait pas mal de choses différentes. Ouais, alors j'ai fait effectivement beaucoup aussi de danse, d'arts martiaux, tout ça, mais je savais depuis l'âge de 5 ans, je veux être dessinateur. J'ai toujours su, j'ai toujours compris que c'était ça que je voulais faire et donc j'ai toujours dessiné en plus d'avoir fait l'homme orchestre. Je dis toujours cette phrase, jouer tous les instruments, mais mal peut-être, mais en tout cas le dessin, ça c'est ma clé de voûte, c'est l'appareillage, c'est la structure intellectuelle, esthétique, structurelle vraiment de mon être. Après, tout le reste, c'est pour le fun et pour rigoler. Alors que je suis un bavard, donc c'est cool, mais parce que pas tous les dessinateurs le sont. Kroum, qui est juste à côté, à Vevey, qui est l'un des meilleurs dessinateurs en Suisse pour moi, c'est le mec le plus timoré, le plus pusillanime que je connais. Mais c'est tout à son honneur, tu vois. Mais non, voilà, le dessin, j'ai toujours su que c'était ça. Et toi, Sarah ? Alors moi, du coup, j'ai très vite eu cette fibre artistique aussi, d'avoir envie de dessiner, d'avoir envie de justement trouver ma voie, mais en me servant de mes mains, j'avais envie de faire quelque chose de manuel. J'étais pas trop mauvaise à l'école, mais c'était pas vraiment ça qui me donnait un attrait, quelque chose de martial comme ça. Donc j'ai fait quand même tout mon cursus scolaire en général, et après, une fois avoir fini du coup mes examens de fin de parcours scolaire, je suis partie directement à Lyon pour faire des études d'esthétique, en l'occurrence tout simplement pour avoir les bases en dermatologie, cosmétologie, parfumerie, parce que moi ça me paraissait être une prédominance pour mon métier, de bien connaître ça. Donc j'ai eu du coup des cours de beaucoup de sciences, beaucoup de dessins appliqués justement, à appliquer à mon domaine. Ça m'a duré 1 an, et après ça, j'ai fait du coup 1 an en école de maquillage dans le Grand Genève, où j'ai appris un peu tous les cursus. Et moi, je voulais vraiment partir sur quelque chose de audiovisuel. C'est vraiment ça qui avait mon attrait, c'était vraiment aller chercher dans l'audiovisuel. Je voulais pas faire de mariage, je voulais pas faire de mode, je voulais pas faire de body painting et tout. On a eu les examens de body painting, j'avais envie de mourir, mais c'était pas grave, c'était cool quand même. Alors 7 heures de peinture comme ça, c'était sympa. Et j'étais en très grande contradiction avec mon professeur de maquillage justement, qui me disait, mais tu veux faire du maquillage pour l'audiovisuel, c'est cool pour toi, mais tu vas voir que tu vas pas y arriver. Et j'étais yes! Du clash comme ça. Ah, c'est sympa. C'était sympa. Bon, après, peut-être il faut aussi se mettre à sa place. C'est le problème des profs, c'est que dans les statistiques, si tu as une exception qui confirme la règle, c'est qu'ils n'essayent pas d'envoyer des gens au charbon ou à l'usine comme ça. Et puis effectivement, tant mieux si les bons éléments de toute façon passeront derrière ce filtre. Non, mais je suis bien d'accord. Mais au-delà de ça aussi, il y avait beaucoup ce côté très... va faire de la mode, là, va là-bas, c'est sympa. Tu vas voir, continuer d'envoyer sur des... Puis pourquoi pas la parfumerie, parce que tu as fait ce passage-là. Pourquoi le passage de la parfumerie, c'est... en fait, c'est un cursus total avec l'esthétique. Tu fais de la parfumerie et je trouve que ça complète tout, parce qu'en fait, tu vas apprendre à travailler le pH de la peau. Et si tu apprends à travailler le pH de la peau, du coup, tu as ces bases de chimie pour tes produits, pour après savoir comment tu les mélanges, pour savoir lesquels vont bien s'ancrer dans la peau, lesquels ne vont pas rester. Et en fait, tout ça... Enfin, l'alchimie de l'épiderme, quoi. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Et c'est vraiment sciences de l'épiderme, on a les sciences du muscle, du corps complet. C'est pas... C'était à Lyon ? Ouais, ça c'était à Lyon, dans l'école que j'ai fait. C'était hyper intéressant. J'adorais ma professeure d'ailleurs de sciences qui s'appelle Madame Laporte, qui était... dans mon cœur et toujours dans mon cœur, même après tout ça. Si Madame Laporte nous écoute, Ah, salutations. vraiment, dans le cœur.
qui avait une façon d'enseigner justement les sciences de manière très très... Elle était une clé pour toi, cette madame-là. Oui, clairement. Après ça, je profite de faire un tunnel. Lyon, tu me Oui. dis, il y a, je dis parce que ça va bientôt être fini, Mhm. il y a au musée du cinéma, parce que c'est le sujet des aussi, c'est ça, il y a miniatures. le musée des miniatures, Mhm. il y a en bas tous les décors de Grenouille et donc le film du parfum, Oui. avec l'atelier d'Anthony Hoffman Mhm. sur le parfum, avec son orgue à parfum, qui est Exactement. incroyable. Puis tout ça, ils vont tout virer, vous savez, ils vont tout virer, parce que maintenant, on va faire un truc Harry Potter. Il y a Star Wars Je aussi le fais. qui débarque. Ouais, mais c'est sérieux. Non, mais c'est sérieux. Ils vont tout fracasser, ces décors incroyables. Il est Tu rentres dans ce truc, en plus, magnifique. t'as les T'as la odeurs, rue comme ça. les trompe-l'œil, il y a tout le best, et ils vont tout fracasser. Donc ça aussi, tu vois, c'est une métaphore, cet artisanat, les animatronics et tout ça, non, pour du green box d'Harry Potter. Parce que Harry Potter, oui, bon, il y a les petits... Après, tu peux y vendre les petites... Baguette. Bah, ça ramène plus de thunes que de vendre des parfums. Mais il n'y a même pas de De la vente de peau. parfum. De la Mais peau. je trouve plus intéressant que les personnes découvrent ce film qui est extraordinaire. D'ailleurs, en termes de make-up, il y a des trucs de Mhm. fou Ah, parce qu'il y a ouais, ces ouais. corps qu'il faut travailler. Enfin, là, on est Mhm. plus en plus dans le... Enfin, on est plus dans le truc de plasticien. Bien sûr. Stan Winston, hein, les prothèses, les machins. Enfin, c'est un monde. Là, on est carrément dans les FX artistes. Ah, ça, c'est complètement presque un autre métier. Oui, On est justement, vraiment j'aurais sur voulu ça, poser ouais. la question, mais c'est leur job, mais c'est parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est comment tu Non, mais tu allez-y, jongles. hein, Parce que- allez-y, nous, on va Non, mais- sortir. Non, mais parce que j'ai des amis qui font son taf et puis qui, eux, ont tendance à dire non, mais nous, on n'est pas maquilleurs, on est FX artistes. Un peu. Puis des fois, je Ouais. dis, ouais, bon, moi, je suis un simple illustrateur, hein, je suis pas concept artiste de cinéma, machin. Enfin, tu vois, je cette, sais à qui tu fais allusion Ouais, déjà. non, mais c'est. Oui, oui. Ouais, mais Mais je vois. après, c'est quand on voit du lourd, il n'y a aucun souci. Mais bon, Mhm. si tu n'envoies pas du lourd, ou après, ben, c'est le problème des moyens. En Suisse, ok, si tu veux faire des prothèses, si tu veux faire des moulages, c'est quand même très vite compliqué. Moi, je suis pour vraiment réduire, après 20 ans de passage, comment dire, de ramper dans ce milieu, je suis, alors pour cet aspect-là, un très grand déconstructeur. Je veux déconstruire le statut des artistes. On est des artisans pour le mieux d'une industrie qui doit normalement vendre de l'imaginaire. Mais ça, c'est pour le mieux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je mets la discipline en haut et le statut d'artiste en bas, alors que l'art contemporain fait exactement l'inverse. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Oui, mais c'est là aussi, tu vois, c'est hyper intéressant ton point parce que moi, je me considère aussi comme un artisan depuis des années. Et puis, j'ai des potes, j'ai des personnes dans mon entourage qui vont dire de moi que je suis un artiste. En fait, je me sens comme artisan parce que j'aime produire, j'aime créer. J'ai besoin de créer, mais j'ai pas besoin de créer un concept. J'ai besoin de créer, de faire. Hein. Mais ça peut être faire de la mécanique, ça peut être faire de la photographie, ça peut être de la musique. De faire, mais de l'artisanat, en fait. Mhm. Et j'ai l'impression des fois que ce côté artiste, c'est aussi une manière de déclarer au monde, voilà ce que j'ai choisi de faire. Et c'est un peu un étendard que tu portes en mode, je suis pas encore prêt, mais je dis que je suis un artiste et je me la joue artiste. C'est un espèce de faire-valoir ontologique comme ça, de sociologie. Tout de suite, tu poses, ouais, je suis artiste. Mhm. C'est pas un autocatégorème quand je dis, donc c'est une figure de style qui veut, enfin, je le cite souvent, l'autocatégorème, c'est, toi, t'as ta meuf qui met une robe et elle vient à la table, elle dit, mais il me fait un beau cul ou pas cette robe? Puis toi, t'es censé dire, ouais, mais non, elle me va pas, hein. Non, non, elle te va. Tu vois, ça, c'est un autocatégorème. Mhm. Quand je dis je suis un artisan, je dis pas ça pour que les gens disent non mais attends, t'as vu ton taf, Mandrill, c'est monstrueux, tu Mm. Non, 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 c'est rien. De toute façon, après moi je monte Gustave Doré et je monte Klimt ou des esquisses de n'importe quel auteur, même de la Renaissance à 16 ans, ou 20. Je veux dire, même à 12 ans, je parlais de Gustave Doré, il t'éclate en dessin. Moebius, il est inégalable. Druillet, ils sont inégalables. Donc, même nous, en 2024, il faut vraiment qu'on se remette à jour, quoi. Et on peut pas... Il y a en plus un des meilleurs qui est mort, là, Kim Jong-gi, l'artiste coréen autiste, qui est vraiment, pour moi, le meilleur, sans esquisse. Il te fait des fractés en fichaille et tout. Et à la limite, lui, il peut dire qu'il est vraiment artiste. Je considère un mec comme ça, au-delà de... Enfin, par le perfectionnement du trait et tout. Mais nous, on est vraiment des artisans, quoi. Sarah, pour revenir un petit peu à ton parcours, tu disais que du coup que tu avais un prof qui t'avait dit bah non, t'as aucune chance ou quelque chose comme ça. Ouais. Maintenant, t'y es. Maintenant, j'y suis, ouais. Ça a été quoi un peu le parcours entre ce moment-là et aussi ta mentalité de se dire bah en fait il y a quelqu'un qui veut qui me décourage. Comment est-ce que je vais aller jusqu'au bout de mes rêves? Bah, c'était assez simple pour moi parce que dans ma tête, il n'y avait pas vraiment de plan B. Donc c'était juste je le fais et si je le fais pas, bah, je le fais quand même. Donc j'ai dit ok, bah tu penses ça, c'est bien pour toi.
moi, je vais faire ma vie et puis on se revoit dans 5 ans. Puis on Tu en l'as revu ? parle. Non. Mais je lui ai envoyé une super vidéo de mon travail, un cut de absolument tout ce que j'ai fait en un an, après, Ouais, et t'as Trop et bien. en répondu ? lui souhaitant la bonne année. Et non. Ouais. Tellement C'était bien. ma petite vengeance. J'avoue, c'est petit, mais ça m'a fait du bien. Ouais. Et voilà. Du coup, j'ai passé mes examens, j'ai eu mes examens. À côté de ça, j'avais commencé un petit peu à chercher du monde dans les écoles de cinéma. Et j'étais, grâce à une très très bonne connaissance à moi, je me suis retrouvée à travailler avec des élèves d'une école qui est à Carouge, qui faisaient leur tournage de classe parce qu'ils s'étaient fait lâcher par leur maquilleur. Et de là, je me suis dit, OK, il y a un truc à jouer. J'ai conclu un deal avec eux. J'ai dit, OK, moi, je suis encore en études. Vous êtes encore d'études. Pour cette année, oui, qui me reste d'études, je maquille pour vous gratuitement sur les plateaux, ou alors vous me payez juste les produits, au choix. Et en échange, moi, j'apprends ce que c'est que la vie de plateau. Et vous m'apprenez tout ce que vous savez. Si je vous pose une question, vous me répondez. Et s'il peut y avoir des petites photos de tournage, c'est sympa aussi. C'est un bon deal. Et oui, c'est un bon deal parce que pendant un an, du coup, c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était un plateau. C'est comme ça que j'ai appris qu'est-ce qu'était le métier d'électro, de machinot, de chef-op, de cadreur, d'assistant réal et tout. Et même arrivé à des fois, genre c'est la galère et ils ont pas prévu de script. Et t'es là, là je fais rien, vas-y, on script. Et tu deviens multitask et t'apprends en fait la globalité de ton métier grâce à ça, parce que les gens viennent d'apprendre leur cours, ils sont contents de te recracher leur cours parce qu'ils t'apprennent quelque chose, ils transmettent leur savoir. Donc t'apprends en globalité ton métier sur toutes les facettes, parce que les gens ont le temps à ce moment-là de le faire. Donc moi je suis passée par ça, et j'ai eu mon examen, je suis devenue maquilleuse professionnelle, c'est cool, et puis je suis arrivée dans la vie, puis j'ai fait bon, bah on va continuer. Parce que maintenant, on a la théorie, maintenant on va faire la pratique. Puis les gens parlent, en fait, le milieu est encore petit, on est en toute fin 2020. Et on vient d'avoir ce moment où tout le monde était enfermé chez lui, où les gens ont dit « j'en ai marre d'être banquier, je veux faire des films ». Donc il y a eu une explosion comme ça de gens qui ont eu envie de faire des films, et il y a eu une explosion de gens qui avaient des contacts de personnes pour faire ceci, cela. Et j'ai envie de dire, un peu en soi, bon endroit, bon moment aussi, parce que du coup, ça m'a permis de connaître énormément de monde, de commencer à travailler avec énormément de monde et à vraiment ne plus travailler avec des gens genre, où je savais plus quel était le lien de qui avait parlé à qui. Et c'est devenu un moment absolument incroyable où je n'avais pas à me soucier, en fait, en définitive, de savoir si j'ai assez de travail. Je travaillais assez. Et j'étais trop contente, et je suis toujours trop contente d'ailleurs. Et maintenant, la vie fait comme ça. Je suis arrivée à 22 ans l'année dernière à me dire, ok, ça y est, je fête mon 80 ou 80e contrat pour les Vaudois. Mon 80e contrat. Et c'est génial. Et la plupart des gens qui ont mon âge et mon ancienneté n'ont pas ça. En Suisse, surtout. T'as quel âge ? J'ai 23 ans maintenant. Mais c'est marrant, je peux rebondir sur 3 points que tu as dit. Il y a un aspect que je trouve très touchant, c'est tu me fais penser à ces petites infirmières incroyables qui connaissent ultra bien l'hôpital. En fait, elles ont tout capté, les rapports de force et d'anthropologie vraiment du monde médical entre le docteur, le chirurgien, le service des assurances, enfin la petite... En fait, elle connaît autant la radiologie et tout, mais ça reste l'infirmière. Donc la question que je voulais te poser, enfin peut-être tu vas nous dire, c'est il y a cette espèce de hiérarchie dans le milieu du cinéma, parce que toi, tu restes quand même l'infirmière face au chirurgien qui va comme te remettre à ta place, alors que pourtant, le patient, il est beaucoup mieux avec toi et tu arrives à presque mieux le comprendre d'un point de vue du rapport de la maladie. Là, dans ce cas, bordel, il faut faire un film. Donc ça, c'est le premier truc qui je trouve intéressant. Après, il y a un autre aspect, mais ça, je pense que ce sera à développer plus tard, c'est l'inflation de la création. Moi, je parle de super-inflation, c'est-à-dire que maintenant, avec même le capteur iPhone, tout le monde peut se prétendre. Il y a 20 ans, non, je dirais même, c'était les années 90, quand tu faisais avec même un caméscope JVC ou H8, tu étais déjà, tu fais de la vidéo. Il fallait avoir, et puis ça, Antoine de Maxime, il explique très bien, il fallait faire des films, il fallait investir dans du matos. Tu avais ce matos, par définition, si tu avais fait ce sacrifice-là, tu rentrais dans le monde du cinéma.
Alors que maintenant, n'importe qui, tu fais de la vidéo, c'est comme si tu fais de la photo. À l'époque, maîtriser un boîtier dans les années, je sais pas moi, 80, pas tout le monde savait faire. Alors c'est bien pour ça qu'il y a des trucs Kodak, jetables et tout. Bon, ça c'est encore une autre anthropologie de l'objet, justement, de comment on dit, qu'est-ce qu'on dit avec quoi. Puis un autre aspect qui m'intéresse, que je trouvais très intéressant, c'est à un moment tu sens que tu as une inertie où tu es carrément comme la sonde Voyager, il n'y a plus le système solaire, tu n'es plus en attraction avec les astres, tu sais même plus vers qui tu vas. Comme un peu quand tu fais des ventes avec un vrai galeriste, s'il fait le taf, tu sais pas, c'est pas l'oncle ou le copain qui est un peu, tu vois, qui t'achète un truc. C'est là, tu arrives dans des sphères, dans un marché de l'art où tu sais même pas à qui tu vends le tableau et tu le reverras plus jamais. C'est pas que si tu l'as vendu à ta grand-mère ou déjà le premier cercle quand tu fais des expos dans des restos, puis c'est ton oncle qui l'achète, puis tu sais où finir à tes tableaux. Là, c'est un peu le même truc. Là, tu bosses avec des gars dans le game où tu te dis mais je sais même pas où je suis. Là, c'est incroyable. Il bosse dans ça. Puis c'est là où tu fais des réseaux. Puis La galère, c'est que ton oncle, quand il a acheté un de tes tableaux, c'est que tu le vois chez lui à chaque fois que tu y vas. Et puis c'était au début de ton taf. Moi, j'ai ça avec des photos. Et les gens, je vais chez eux, ils disent t'as vu, j'ai encore ta photo. Je suis là, ouais, brûle-la en fait. ouais. Puis ici, souvent l'emplacement, c'est galère. Donc la meuf, elle est là toute contente, tu sais. Hein. Alors moi, j'ai une petite anecdote. J'ai eu une transition comme ça. Je bossais avec une imprimerie. Dans une imprimerie, et il y avait une petite comment dire, sbire qui bossait comme une dingue, et c'est elle qui normalement met les anneaux pour les dossiers, quand t'as les gamins qui mettent les anneaux. Mais elle était très forte en coupe de plan d'architecte et tout. Puis elle me faisait des trucs des fois, quand même, quand ils étaient trop à la bourre, puis ça foirait un peu. Puis j'étais bah, écoute, mais si tu veux, tu peux le garder celui-là. Ah, je peux le garder, ouais. Donc elle avait gardé un tirage, puis elle m'avait dit, tu sais, je l'ai gardé, ton tirage, il est incroyable. Pendant toute ma vie, alors, l'anecdote est vraiment cocasse et facétieuse parce que c'était sur sa porte des toilettes, tu vois. Ah, bien. À chaque fois, elle n'avait pas fait le détail à chaque fois que je le vois, mais tu vois, c'était bon, ok. Puis un jour, quand elle a déménagé avec son copain, après elle m'a fait, mais cette fois on l'a mis, il y a eu une espèce de gentrification du dessin, c'est comme toi avec ta photo, et mais on l'a mis dans la chambre à coucher. C'est quand même mieux que t'apportes des chiottes. Mais, bon, mais je lui avais dit, écoute, ça vaut rien, franchement, non, mais moi, c'est la valeur sentimentale, tu vois. Ouais. Comme ton oncle qui est tout content que si ça cartonne pour toi. Ouais. Par réussite, par procuration. Ouais. Ce serait pas ton oncle, il verrait ce travail-là, et ce serait aucun lien familial, il n'en aurait strictement rien à foutre. Bien sûr. C'est ce rapport d'amour, c'est comme disait, faudra que devine qui c'est qui a dit ça, je me méfie des gens qui m'aiment sans raison car ils me détesteront pour les mêmes raisons. C'est toi qui as dit ça. C'est cette chère Marilyn qui était très maligne, alors qu'on a mis ça comme une espèce de gourgandine américaine, mais voilà. Elle avait tout à fait compris ces jeux de pouvoir et de séduction. Le premier cercle de famille, c'est le pire à éviter. En tout cas, je parle de l'art dans le dessin. Toi, ton travail, c'est bon. À part aller maquiller, je ne sais pas si tu te retrouves des fois dans cette situation incongrue. Ouais, mais t'es maquilleuse, tu ne veux pas aller maquiller ta tante, elle va se marier. Tu vois, le truc au rabais, quoi, maquillage de mariage, alors peut-être, non, mais ça va. C'est pas mon métier. Après, dans ma famille, on se marie pas, donc c'est déjà, ça règle assez vite le problème. Tu veux pas me faire un make-up gratos? Non, alors, j'ai jamais eu cette demande-là, tout simplement parce que, vu que j'ai toujours tout de suite positionné le domaine dans lequel je suis, il n'y a jamais eu ça, parce que jamais mes potes qui sont pas dans le cinéma ne m'ont demandé de faire des trucs de cinéma, et j'ai même pas eu besoin de mes potes de cinéma de leur demander de l'argent, parce que dès qu'ils ont capté comment ça allait, c'est eux qui me disaient non mais je te paye à la hauteur que je peux, mais je te paye. Et puis de toute façon, voilà, moi je suis jamais arrivée avec mes huissiers derrière en mode je veux de l'argent. Je suis toujours arrivée en mode bah voilà, je fais mon travail, tu me payes d'une façon ou d'une autre, tu me payes. Si tu peux me payer en argent, tu me payes en argent. Si tu peux me payer en me rendant service, genre si toi t'as l'habitude de faire du shooting aussi, bah tu me rendras service. Bien sûr, je parle à ça pour des petites prods, hein, vraiment des tout petits trucs. Ouais, ça c'était le début. Ça c'était le début. Et après, maintenant, bah, tu te fais salarié, tu es indépendant, tu envoies ta facture et il n'y a plus besoin de demander les choses. Maintenant, je pense qu'on a réussi. Ouais, mais cette transition-là, c'est tout l'enjeu de tes premières questions. C'est comment tu passes ça. En fait, ça se passe, moi, tu y penses. Ouais, en fait, c'est arrivé assez sur le moment, tu vois. J'étais là en mode, il me dit facture. Je me dis, bah oui, facture. Bah alors, attends. Trouver un template de facture et puis faire la facture. Mais du coup, t'es inscrit, t'es comme moi.
Alors, on rentre dans un domaine technique. Je sais pas s'il y a des Français qui nous matent parce que c'est un truc très suisse, ça. Mais du coup, tu as dû faire t'es comme une femme de ménage, sans employé, tu bosses et puis comment on appelle ça? Un indépendant. À moins de 100 000 balles par année. Ouais. Bah, pour les Français, c'est l'URSSAF, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis nous, ça s'appelle comment? Parce que c'est c'est indépendant RI. Ouais, c'est ça. RI, ouais. Mais il y a un truc que tu as évoqué quand tu parlais là de... Et toi, tu es revenu dessus, sur le premier cercle familial, en fait, qui est un peu le truc en tant qu'artiste qu'il faut un peu éviter, entre guillemets. Enfin, pas éviter, mais c'est normal et ça passe par ça. Faut fuir. Et toi, tu parlais de cette ou ce prof qui t'a un petit peu envoyé un peu... Enfin, souvent, cette personne qui te renvoie à « c'est pas possible » fait partie de ce premier cercle familial aussi. Alors, étonnamment, cette fois, non, parce que vraiment, c'était quelqu'un que j'avais en... Mon professeur, c'est quelqu'un... Ce professeur-là, en l'occurrence, jusqu'à ce qu'elle me descende sur ce point de vue-là, c'est quelqu'un que je tenais en haute estime, mais que je ne voyais pas comme quelqu'un de proche. Je la tenais en très haute estime parce qu'elle avait un parcours de vie absolument fantastique et tout. Elle avait un parcours professionnel où j'étais en mode « Waouh, bah, j'ai envie à son âge d'avoir ce parcours-là. » Et en fait, c'est quelqu'un qui, quand elle a commencé à me descendre, parce que c'était pas qu'une fois, ça n'a pas été qu'une remarque en mode « Ah, bah, t'y arriveras pas », ça a été des semaines à essayer de me convaincre de ne pas aller dans cette voie-là, parce que voilà, à squeezer des cours de maquillage, de cinéma. Mais c'était spécialement sur toi ou l'a dit de manière un peu générale? Alors, dans ma section, on était 12 au début de l'année. Enfin, on pouvait être jusqu'à 12. On était 6 au début de l'année, on a fini 4. Et il y avait moi et ma pote, on s'est fait pote du coup, qui étions très animés par le cinéma, les effets spéciaux. Et ma pote avait un style beaucoup plus alternatif que moi. Et il y avait ce truc de... Il y a un peu ça chez les marques de maquillage, de maquilleurs. T'as beaucoup ce truc genre, plus t'as l'air alternatif, plus les gens ont envie de t'avoir parce que tu représentes une nouvelle idée. Et moi, j'étais quelqu'un juste un peu timide et j'étais en mode... Mais j'ai pas envie de mettre des couleurs. Mais c'est des... Ouais, c'est ça. C'est des collaborations avec des marques dont tu parles? Non, mais quand tu te fais employer par une marque, par exemple, ils vont... Plus t'as l'air alternatif, c'est un peu... Quoi par alternatif? Par exemple, plus tu vas avoir l'air punk, plus tu vas avoir des plateformes, des eyeliners de fou furieux ou les cheveux de n'importe quelle couleur et tout. Moi, ce que j'adore, somme toute, voilà... En mode de Tokyo Akihabara années 2000, quoi. Un petit peu, ouais. Hyper outrancier, plus t'as l'air de pas être monsieur tout le monde, plus ils vont kiffer. Parce que justement, ça va avec l'esprit de mode et d'édito que maintenant les marques veulent se donner. Et ma prof avait un peu ce truc-là de vouloir un petit peu se mettre dans ce côté très... elle, je la mets en haute estime parce qu'elle a un style alt. Alors, au demeurant, ma pote est l'une des maquilleuses, je trouve, les plus talentueuses que je connaisse. Ouais. Ça c'est acquis. Il n'y a pas pire que de faire d'alternos maladroit, tu vois. Il n'y a pas pire de mettre en estime quelqu'un pour son physique et d'en avoir rien à foutre des autres, et surtout de l'amener d'une façon où elle faisait des cadeaux, genre en mode « Ah bah pour toi, ceci, devant les autres », et t'es là en mode... Ça me fait penser à Jean Keller à l'école à l'époque. Voilà, on a tous son prof favorisant. Ouais, bon, ça y a... lui, il était connu pour... il était connu pour... il promettait des belles exploits au palais de Tokyo, mais il fallait passer sur les fourches codines de certaines pratiques, je pense. Sympa. T'as évoqué un petit peu le cercle, toi aussi, Sarah, on a évoqué un peu le cercle proche. J'aimerais savoir un petit peu comment vos familles ou vos proches, vos amis proches, ils ont réagi ou ils réagissent encore maintenant par rapport à votre choix de carrière. Vas-y. Je peux rebondir avec l'anecdote de la porte. Parce que vu que je suis dans la déconstruction totale, et c'est pas de la fausse humilité, mais moi j'ai revu cette petite... elle bosse plus maintenant, elle est à la retraite. Et je lui dis, mais tu sais, ça vaut rien, fous-le à la poubelle. Et elle veut... Indépendamment de la valeur d'amitié, non, mais c'est génial, j'ai un mandril chez moi, je suis trop content. Puis je dis, mais écoute, non, fous-le loin, je te refais un truc, tu passes à l'atelier, je te refais je t'ai fait une sérigraphie qui sera peut-être plus... Non, mais celle-là, on avait fait à l'époque, je me souviens vraiment du moment. Ok. Mais moi, je lui dis, elle en démord pas. Je pourrais, admettons, arrêter l'art
de manière, je me fais une crise de quarantaine. Là, je vous dis, les gars, en fait, j'ai amusé, je me suis marré, mais maintenant, il faut retourner aux choses sérieuses. Mais cette question, je me la pose aussi, hein, mais c'est plus pour, sans faire du bobo hippie, je vais finir en permaculture avec mon petit truc autogéré, machin. Non, mais j'ai vraiment des très grandes questions ontologiques sur l'hyperinflation de cette créativité, mais on y reviendra. Puis après, j'ai un pote qui, lui, vient vers moi, puis, ah putain, c'est génial, ton taf et tout. Puis, je me suis retrouvé avec des potes d'enfance. Ouais, mais tes dessins, tu te souviens ce que tu dessinais, là, les dinosaures, les machins en secondaire oui, parce qu'on était ensemble à l'école. Puis, sous-entendu, il me fait comprendre, je comprends son processus, je comprends son processus dialectique avec moi, c'est-à-dire qu'il essaie de me faire comprendre que, ouais, j'ai des dessins de toi à l'époque, est-ce que ça vaut de la thune? Tu vois? Moi, ça me fait tellement marrer, je regarde, et c'est l'antithèse de ma petite Verena, que je salue, qui était là, mais je suis trop content, non, moi, ça a de la valeur pour moi. Je dis, bon, bah oui, ce sera de la valeur sentimentale, mais ça vaut rien. Et puis mon pote, je lui explique, mais tu sais, hein, là, avec les concept art, j'étais avant le Covid, donc avant les IA, avant tout ça, je lui dis, tu sais, là, maintenant, c'est chaud. Hein. Il y a vraiment du lourd dans les écoles, que ce soit Corée, Japon, tout ça. Moi, je me remets à ma place, hein, tu sais, le niveau vraiment... Puis il me regarde, ah ouais, mais non, puis je serai jamais Art Basel parce que je suis pas dans cette session-là, donc je suis ni vraiment dans l'art contemporain, je suis ni vraiment dans l'édition, je suis ni vraiment dans l'industrie du cinéma et dans le concept art, je fais un peu tout, mais tu sais, là, et quand il a compris, parce qu'à un moment, il a lâché l'affaire, il a compris que ça valait peut-être rien, bah c'est, bon, chaud. Et ça m'a fait hyper plaisir, parce que ce ratio, le fait qu'il me lâche comme ça, parce que tiens, il n'y a pas de réussite par procuration, il y a plus de rapport, et je me suis retrouvé à face, alors, ce qu'on disait avant, c'est l'oncle qui te dit, non, mais c'est quoi ton vrai métier, enfin, tu vois, la réponse que les gens se posent face à l'art, ouais, mais bon, là, il y a les artistes, il y a la Renaissance, il y a le monde qu'ils ont là sur leur bouquin Taschen, dans le meilleur des cas, dans leur salon, comme un petit récapitulé de l'art, mais ça s'applique pas dans leur connaissance. Je redevenais un kidam. Puis ça m'a fait marrer, parce que tu as vraiment cette jonction entre les gens qui veulent absolument presque plus croire de ton travail que toi tu y crois. Bon, moi je fais quoi qu'il m'arrive, je fais, donc je m'en fous. Il y a des hauts et des bas, tu vois, au niveau vraiment philosophique. Mais de toute façon, je produis, puis il faut bien que je ramène des thunes, donc après il faut que je produise. mais il y a plus souvent des hauts que des bas, je vous rassure. Mais quand j'ai eu un bas, et je me suis souvenu de ce moment où j'étais là, putain, dans la même semaine, j'ai vu la petite Verena, mon ancienne employé d'imprimerie, qui croit tellement à mon boulot, et puis mon pote qui me regarde, et puis quand il capte, en plus c'est un mec dans la finance et tout, hein. Et puis il m'a jamais rien acheté, hein. Donc c'est pas comme s'il avait investi, c'est ouais, mais ce qu'on avait, les dessins que j'ai de toi, est-ce que ça vaut de la thune? Donc bon, ça c'est les deux extrêmes. Bah, il attendait juste que tu sois coté. Est-ce que ça va être le cas? C'est pas ce que tu vises. Ouais, non, mais j'ai eu un petit moment là où je faisais des grosses foires, vraiment, scope, show-off. À un moment, il était question vraiment avec une super galerie de Paris et de Genève, qui sont vraiment dans le meilleur une des meilleures galeries cotées, donc son frangin, lui, est Art Basel, donc c'est juste pour dire que là, c'est le Graal. Hein. Il y avait l'idée de faire un Ponzi, mais moi, ça m'a tellement dégoûté, c'est que pendant 3 ans, il m'a dit, Mandel, ferme ta gueule, tu produis. Nous, moi, enfin, mon pote, tout son réseau, pendant 3 ans, il t'achète tout le temps. Donc c'est un peu comme ça que ça marche là. Pour faire monter un artiste, tu dois normalement gagner des concours, tu dois aussi proposer plein de trucs. Donc généralement ils se savent, enfin ils se connaissent entre eux, ils se reniflent. Donc si tu gagnes prix machin, Venise, Biennale de Venise, t'es dans le circuit un peu entertainment. Mais dans les galeries, t'es tout le temps sold out. Sold out à Londres, sold out à Paris. Mais en fait c'est entre potes, ils s'achètent entre eux. C'est un Ponzi. Mais c'est dingue, c'est une mécanique qui fonctionne. Une chose, c'est que au bout de 3 ans, il faut ils se donnent 3 ans, et donc il faut monter un artiste comme ça, à fond en avant, comme par hasard. Il y a des gens qui participent à cette escroquerie, donc dans les concours, il y a comme par hasard des gens, c'est pour ça que lui a gagné, puis pas moi, tu vois, c'est-à-dire. Puis tu montes comme ça, puis après, tout d'un coup, il y en a un qui se dit « Ah, c'est pas mal », il achète, les prix à chaque fois, ils montent. Donc on sent c'est comme des valeurs de marché. Alors, il n'y a rien à voir avec des questions esthétiques, métaphysiques sur le statut de l'art. C'est uniquement le marché, c'est une valeur refuge. Donc, est-ce que le mec est dans une pente montante? Ok. Et tu as un nouveau poisson qui mord. Et à partir de là, c'est bon.
Tu vois ce que je veux dire? À partir de là, tu as des nouvelles personnes hors du cercle. C'est la même version, mais beaucoup plus malsaine que ta famille qui t'achète tes tableaux tant que tu t'exposes dans un resto, dans une bibliothèque. Puis tout d'un coup, tu rentres dans un vrai monde. C'est exactement ce saut quantique. C'est tout d'un coup, tu n'es plus dans la même... C'est plus une différence de degré, c'est une différence de nature. Tu switches. Et moi, j'ai eu ça. Et malheureusement, et pour tous les artistes, parce qu'il n'y avait pas que moi dans la bande, on était pas mal d'artistes suisses, et la galeriste en question, ils sont pas à plaindre, c'est la vie, c'est Californication, je sais pas si t'as la notion de cette série, cette vieille série avec David Duchovny, dans le milieu de l'édition, mais là c'est le milieu de l'art contemporain. Il m'a dit, écoute Mandrill, il nous a dit à tous, nous les gars, maintenant on veut faire du 6 chiffres. Quoi. Donc eux, ils étaient avant tout art moderne, donc c'est du Rothko, c'est du Picasso, c'est du paluté, quoi. C'est ce que tu as dans des bouquins d'histoire de l'art. Et nous, on était une espèce de spéculation pour que sa femme fasse des trucs cool. Et dès le moment que sa femme a eu des gosses, elle a eu d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Et dans son super loft de 250 mètres carrés à Genève, il y avait plus de raison de se casser le cul pour Mandrill, pour Jean-Paul Blaise, pour les frères Gaïa qui font des travaux incroyables. Et alors eux, ils ont dégradé, ils ont fait d'autres foires, d'autres machins. Mais toi, tu as besoin de réalisateurs qui ramènent des ronds pour te payer. Moi, j'ai besoin d'un galeriste qui valide mon taf, quelle que soit la qualité de mon taf, comme toi, quelle que soit la qualité de ton travail. Tu as besoin d'un mec qui intègre ton travail. Dans la fameuse phrase de Becker, je la dis tout le temps dans mes lives, c'est qu'est-ce qu'un artiste? C'est un professionnel intégré. Sans fausse modestie, je suis un professionnel, un artisan, mais je suis professionnel. Comme certains potes qui sont graffeurs, qui ont un niveau incroyable, qui font tout ce qu'ils veulent en fresque, en aéro et tout. Mais être intégré dans le monde de l'art, c'est compliqué. Comme tu peux avoir plein de maquilleurs qui sont des professionnels, qui n'ont peut-être pas ton niveau, qui sont un professionnel, mais pour être intégré tout d'un coup dans la grande machine, dans la grande industrie, il y a des effets de levier, des effets aussi de hasard. Clairement. Qui font que tout d'un coup, c'est bon. Puis après, une fois que tu es là-dedans, il y a une inertie, tu n'as plus besoin de... Puis tu te souviens, à l'époque, je galérais, je devais encore demander, un deal, quand tu parlais d'une photo. Si j'ai des mannequins et que je fais des travaux, tu me fais des super belles photos je mette sur mon Instagram, comme ça je peux montrer ce que je sais faire. Mais clairement. Puis là, maintenant, tu es dans une sphère... Alors moi, j'ai eu ce petit truc. Là, maintenant, je suis complètement indépendant. J'ai plus officiellement un galeriste ou plusieurs galeristes. J'ai une galerie, la galerie 2016, qui font mes trucs, qui vendent mes tableaux et qui me trouvent des clients, mais c'est pas du tout le même débit que le truc international où il y avait cet effet Ponzi, quoi. Et ça, je l'avais à 30 ans et je l'ai loupé une fois, mais j'ai aucun regret parce que je n'ose pas imaginer ce que j'aurais vécu. En plus, c'était pour faire mes villes de Tokyo, donc c'était cette période-là où je dessinais de manière compulsive mes trucs. J'étais là, mais de toute façon, ontologiquement, j'arrive pas. Je peux pas produire. Je travaille à 1 cm² par jour. Ils me demandaient des machins de 10 mètres. Je disais, mais mec, je peux pas. Alors, en fait, j'aurais pu aussi, tel le japonais. Moi, je parlais de Martin qui est passé sur ma chaîne. Il a fait un AVC au Japon. Donc, des Français qui veulent vivre leur grand rêve de mangaka, ils finissent avec un AVC. Ils finissent complètement dépressifs, obèses. Je veux dire, on n'a pas cette culture-là, workaholic, on appelle ça, nous, avec le terme anglais. Donc, il y a aussi peut-être, moi je suis humain, j'ai une famille, je fais du sport, j'ai envie de lire. J'ai pas dit, je me mets totalement dans cette espèce d'aliénation de la production pour la production. Et voilà, j'en suis où j'en suis maintenant. Carrément. Sarah, toi, ta famille, tes proches, comment ils ont réagi ? Moi, ma famille, elle a été assez supportive, on va dire, parce que ma mère, elle était assez en mode, tu fais un peu ce que tu veux. Elle a un peu, en fait, suite à des malcompréhensions, des erreurs de timing, elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait faire. Donc, elle l'a un peu reposé sur moi en mode, fais-toi, c'est pas moi qui vais t'interdire. Fais ton rêve, ce que j'ai pas fait. Fais ta vie. Et par contre, ça a été plus de l'incompréhension en mode, ok, donc t'es esthéticienne. Non, je suis maquilleur. Mais du coup, tu vas travailler au salon d'esthétique. Non, je suis maquilleur. Ça a été beaucoup de fois où... Mais tu dis au masculin ? Je suis maquilleuse, maquilleuse. Ouais, j'aime bien dire maquilleur, mais c'est vrai que je devrais plutôt dire maquilleuse. Mais en fait, je vais y venir aussi, c'est par un blocage. J'ai l'impression qu'on prend moins pour des prunes les maquilleurs que les maquilleuses. Mais ça, je vais y venir juste après, parce que justement, ça va avec tout ça. C'est que
Ouais, sur le moment, moi, j'étais juste en mode, ok, je suis devenue diplômée, on arrête de me dire que je suis esthéticienne, je vais juste faire ma vie, et vous allez voir que je vais du coup faire ma vie. En fait, c'était quand même des moteurs, mine de rien. Ça m'amenait à vraiment m'emmener vers... vas-y, continue de dire ça, tu vas voir, je vais te prouver que c'est pas ça, justement. Dans mes potes, dans mes proches, ils étaient juste en mode « Ah, tu vas devenir une star !» J'étais en mode « Non, les gars, c'est pas mon objectif, laissez-moi tranquille. » Il y a eu une pression un petit peu sur le moment de ça, de se dire Ok, ma mère, elle compte sur moi. Mes potes, ils veulent que je devienne Léna Situation. C'est pas les objectifs d'aujourd'hui. Donc, on va se détendre et on va essayer de trouver quels sont les objectifs pour l'avenir, déjà. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Et au moment où, justement, j'ai plus eu besoin d'aller chercher, justement, des gens ou que on m'appelait un peu, pas tout le temps, mais qu'on m'appelait suffisamment pour que je n'ai pas à me soucier de demain. Mais là, j'ai validé le truc et j'ai fait OK. Et là, j'ai commencé à me poser avec tous les gens qui étaient soit trop supportifs, soit la star, soit détracteurs, tout simplement, parce qu'il y en a eu aussi des gens qui étaient en mode ah ouais, donc tu deviens une espèce de petite bouffe un peu bête et puis ça n'a pas vraiment de sens ce que tu fais, tu devrais mieux faire de la com, parce qu'à la base j'étais pas, j'avais hésité entre faire de la communication et devenir maquilleuse, et du coup j'étais en mode non, t'aurais dû faire de la com, tu vas voir que ça va mieux marcher, tu gagneras plus d'argent. J'étais en mode je veux pas d'argent, je veux une vie saine dans ma vie, laissez-moi tranquille. Et j'ai pu me poser avec chaque personne et dire voilà, donc maintenant j'ai fait ça, tu peux découvrir mon portfolio, il est libre d'accès, arrête. Ça va, tout le monde se détend, on arrête d'en faire un big deal. En fait, c'était devenu un espèce de big deal en mode qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est bon? T'arrives à payer ton loyer, machin? J'étais en mode, j'ai pas de loyer, laissez-moi tranquille, je vais encore chez ma mère, j'ai 20 ans, j'ai le droit encore de profiter de cet avantage-là. Je mets de l'argent de côté, je rembourse mon prêt étudiant que j'ai payé pour faire mon école de maquillage. Tout va bien, j'arrive à avoir assez d'argent, tout le monde souffle, c'est bon. Et après, ça s'est validé, et j'étais en mode, ok, c'est bon, tout le monde se calme, tout va bien. Il y a un truc qui est assez dingue, je pense aussi avec ta génération, c'est que il y a une starification, je pense aussi du maquillage qui a été faite sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où vraiment je pense qu'il y en a qui se sont dégagés des revenus confortables dans ce métier-là. Je suis pas sûr que ce soit encore énormément le cas, mais je pense que ça marche toujours. C'est peut-être moins, le gros truc qu'à l'époque. Parce qu'en fait, quand tu as commencé à dire, tes potes qui disaient tu vas devenir une star et tout, mais j'étais mais ça me semble bizarre comme phrase. Et en fait, j'ai dû me dire, attends, mais en fait, mec, toi, t'es d'une autre génération. Il y a eu quand même un phénomène assez particulier ces dernières années par rapport à ça. Il y a eu vraiment ce truc, d'ailleurs, qui est rentré même dans le cursus quand je suis rentrée dans mon école, où notre prof nous a vraiment dit, faites un compte Instagram, faites des vidéos, machin. Et on n'est pas en école d'influence. On va faire des portfolios, on va quand même... on peut faire des vidéos, mais le but, c'est pas de produire du contenu. On n'est pas créateur de contenu, on est là pour apprendre, on est là pour faire notre métier, pour ce pourquoi on s'est formé. Créer du contenu, c'est qu'on a des choses à montrer qui valent le coup, et on va privilégier quand même de la qualité plutôt que de la quantité, et on va essayer de faire les choses correctement. Donc oui, s'il y a du contenu, ça veut dire qu'on en est fier, mais c'est pas du contenu pour du contenu. Il y avait vraiment ce truc-là, vraiment de... Voilà, et il y a eu, parmi les questions un peu bizarres, un peu réductrices comme ça, tu fais ça pour faire des tutos make-up. Putain, non. Non, je veux juste travailler dans l'industrie du cinéma parce que c'est quelque chose qui me met des étoiles dans les yeux depuis que je suis toute petite. Je veux apprendre à faire un beau headshot dans la tête de quelqu'un et que ça paraisse très crédible. Je veux apprendre ce que c'est que de la somatisation, et de créer vraiment une caractérisation de personnage, de venir la faire retransparaître sur un corps. Voilà, moi c'est ça qui me fait vibrer, c'est pas devenir influenceur et me dire ah bonjour, aujourd'hui il y a cette marque qui m'a envoyé mais ce qui a fourvoyé, c'est les réseaux sociaux et cette infobésité, aussi cette dilution des frontières. Tu prends... alors c'est un domaine que j'aime bien dézinguer, mais je ne vais pas le faire là ce soir parce que je n'ai pas envie que vous ayez des problèmes. Mais je le fais de manière... je cite Guy Debord,
et les situationnistes. Hein. Mais tout le délire maintenant de l'esthétique, comme tu disais, toi tu parlais un peu de punk, outrancier, marrant. Là maintenant tu vois des Bilal Hassani, ou tu vois tous ces trucs maintenant avec la transidentité, super vulgo, super assumé. Alors c'est pas le débat, mais je vois que le statut de l'artiste, qu'il se maquille lui aussi, qui apprend et puis qui fait ses propres petits délires, tu vois, et ça Lucchini, Depardieu ou tous les anciens, ça ne leur vient pas à l'idée. Ah bon, parce qu'on est dans un truc hétéronormé peut-être, mais maintenant il y a une espèce de dilution, on a des espèces de divas avec des super-égos, mais qui ont beaucoup de succès, qui ont peut-être aussi beaucoup de talent, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai l'impression, en tout cas dans ton domaine, que ça vous a dévalué. Parce qu'on a l'impression que maintenant, ouais, alors c'est ça les make-up, c'est des espèces de petites stars avec tous les tocs des années 80 poussés, enfin de la rockstar poussée au maximum, mais avec le totem d'immunité, non mais il faut pas critiquer parce que sinon t'es méchant. Pour en revenir au sujet, moi j'ai peut-être un dernier truc à partager pour cette première partie, sur le sujet de ce cercle familial. Moi, j'ai pas fini de lutter. J'ai 37 ans, j'ai pas fini de lutter. Si, j'ai fini de lutter parce que j'ai arrêté de lutter. Ouais. Mais en fait, il y a aucun moment où je me suis dit, c'est bon, là, t'as atteint le niveau suffisant. Ils t'ont pas reconnu. Alors, oui, mais il y a toujours... Moi, quand j'ai commencé à être photographe, j'ai une maman très inquiète. Et ma maman m'a dit direct, mais t'es sûr que tu vas pouvoir en vivre? Et puis, il se trouve qu'en fait, ça fait quelques années que j'en vis quand même, que j'ai pas eu trop de down financier. C'est pas le but de ce travail que je fais, mais en l'occurrence, j'ai pas eu de down financier avec plus de thunes sur mon compte et tout ça. Et constamment, chaque fois que je la vois, elle me dit « Ça va, t'arrives à payer tes trucs et tout ?» Et la dernière fois, je lui dis « Mais maman, tu sais, j'ai une boîte où j'ai 10 collègues. Si j'ai des problèmes d'argent, c'est des énormes problèmes. Donc, t'inquiète pas, ça roule. » Dans son imaginaire, dans son cloud, elle a quoi comme référence où Alors, ça pourrait marcher? Elle veut que tu fasses quoi? Je pense que, en fait, ça, c'est plutôt des caractères inquiets qu'on peut jamais... Vous avez des frères et sœurs? J'ai des frères, ouais. Bon, ils font des métiers où c'est le même problème? Même Pardon? Si tes frangins, ils font des autres métiers où il y a le même problème avec ces questions récurrentes, je sais pas, ton un frère boucher, mais ça va, t'es sûr? Il y a toujours de la coupée? Non, alors, mes frangins ont aussi des métiers un peu particuliers. Il y en a un qui est masseur et il y en a un qui est tétraplégique. Du coup, lui, son métier est un peu compliqué, on m'a dit. Okay. Non, mais voilà, donc en gros... Tu reçois toujours ta repaye ou pas? Tu la reçois ou pas? Je n'avais jamais dit ça. Hein, ouais, je suis tétraplégique professionnel. Lucas, si tu regardes ce podcast... Ouais, Non, mais je pense... Mais ma sœur, oui, c'est le même problème. Bien sûr. Mais il y a un moment où, en fait, les inquiétudes de tes proches, tu pourras probablement jamais les combler, en fait. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as comme achievement dans ta vie, en fait. Et moi, le moment où c'est allé mieux... Alors, ça a été un moteur, hein. Ça a été un moteur parce que des proches qui croyaient pas dans ce que je pouvais faire, je me suis dit, je veux leur prouver. C'est un moteur, un bout, puis à un moment donné, je pense que c'est aussi malsain d'avoir ça comme moteur. Tu t'épuises, et puis en fait, tu le fais pas pour toi, tu le fais ou pour ton art, ou pour ce en quoi tu crois. Tu le fais pour eux. Tu le fais pour eux et pour prouver quelque chose. Et jamais tu vas le prouver. Moi, c'est le constat que j'ai fait il y a quelques années, c'est que je disais, mais en fait, peu importe ce que je vais faire, ça va jamais rassasier l'appétit, peut-être de la peur de ma maman, ou tu vois. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, ok, c'est soit je continue à essayer de combler en montrant de plus en plus que je réussis, ou alors je comprends qu'en fait ça sert à rien et j'essaye de pas me bousiller en essayant de réussir plus, puis juste de me dire ok, mais c'est un travail en permanence, c'est-à-dire que quand je suis en mode qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin, de me dire mais pourquoi tu veux aller plus loin? Est-ce que ce que tu fais maintenant en termes de taille de structure ne te comble pas? Moi je suis pas comblé par ce que je fais. J'ai du plaisir, je suis souvent fier du travail qu'on réalise, mais en fait je compte pas sur mon travail pour me combler. Et ça a été peut-être ça la différence maintenant. C'est qu'en fait, j'ai arrêté de me dire que ce travail un jour allait me combler. Ou tout autre travail. On arrive à 40 ans, gentil, mon copain. Bah oui, ouais, c'est bien de faire ce genre de constat. Mais je suis très content que tu passes là-dessus parce que tu as teasé un peu la partie 2. Ah bah voilà. Donc, on va gentiment conclure la partie 1. Je vous remercie déjà pour cette partie 1, qui était vraiment hyper intéressante. Merci pour ces discussions. Merci aussi à toi, Will. Et puis, on va se retrouver pour la partie 2. On va plus, justement, parler de vivre
en tant qu'artiste ou artisan pour toi. Voilà. Artisan de plaisir. Exactement. C'est ton frère qui est ma sœur, non? Parce que ça aussi, hein, mais, et ma sœur, mais tu vois. Ouais, pas de finish. Ouais, Voilà, enfin bref. non, mais, Putain. non, mais les ma sœur, Du coup, c'est justifié, n'oubliez hein. pas d'aller les suivre sur les réseaux, d'aller suivre leurs travaux, c'est vraiment top.